montait dans le coffre et restait silencieuse. Le visage du chauffeur était d'un gris cendré. J'y ai grimpé, sans rien y comprendre, et c'est alors que j'ai entendu la voix de mon mari au téléphone. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le matin était gris, mais Aletta s'était réveillée avec le sentiment qu'aujourd'hui serait un jour spécial. Une fine bruine d'octobre couvrait la fenêtre. Les gouttes d'eau ruisselaient sur la vitre en traçant des chemins sinueux. Elle restait là, allongée, à regarder le ciel gris de Budapest, hésitant à se lever. Dans l'autre pièce, la télévision était déjà allumée. Kylian, comme à son habitude, avait mis les informations du matin et faisait du bruit avec la vaisselle dans la cuisine. L'odeur du café s'infiltrait sous la porte de la chambre, mêlée à une odeur de brûlé. Son mari n'avait jamais été capable de faire des toasts convenables. Aletta repoussa la couette et s'assit au bord du lit, cherchant ses chaussons du pied sur le parquet froid. Elle avait 43 ans, et elle avait passé la majeure partie de ses années à essayer de faire plaisir aux autres. D'abord à ses parents, puis à son mari. Aujourd'hui, elle se préparait à aller dans un cabinet d'avocats pour signer un acte de donation pour un appartement. Sa grand-mère, Mamie Rosa, avait décidé de mettre à son nom son grand appartement bourgeois de 2 pièces situé dans le Quartier d'Új Lipótváros. Cenitoit posiuste un appartement, citoit toute, l'histoire de la famille. La mère d'Aletta y avait grandi. Ses propres étés d'enfance s'y étaient écoulés, au milieu de l'odeur des tartes de Mamie Rosa et de ses compotes de cerises. Le vieux piano sur lequel elle pratiquait ses gammes s'y trouvait toujours, tout comme la bibliothèque contenant les œuvres complètes de Tchekhov, dont elle connaissait les tranches par cœur. Le téléphone sur la table de chevet se mit à vibrer, bourdonnant sur la surface en bois. Aletta tendit la main et vit le nom familier sur l'écran. Mamie Rosa, avec un petit cœur qu'elle avait ajouté 5 ans plus tôt. Ali, tu es réveillée ? La voix de sa grand-mère était enjouée malgré l'heure matinale. En fond, Aletta entendait la radio. Le matin, Mamie Rosa écoutait toujours Kossuth Radio, les informations et la météo. Je suis réveillée, mamie. Comment tu te sens ? Comment je me sentirais ? J'ai pris ma tension ce matin, 130 sur 80, comme un astronaute. Je t'appelle juste pour te rappeler pour les papiers. Prends tout. N'oublie pas ta carte d'identité et ta carte de domicile. Et tu auras aussi besoin de ce papier du syndic de copropriété. Celui dont nous avons parlé hier. J'ai tout préparé hier soir. Ne t'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Je veux juste que tout se passe bien. Cet appartement, ce n'est pas juste des murs, Ali. Toute notre vie est là, dedans. Ta mère y a fait ses premiers pas. Tu imagines ? Elle s'accrochait à cette commode qui est toujours dans l'entrée. Et elle a marché jusqu'à moi en titubant. Et toi, tu t'endormais dans mes bras quand tu étais petite. Je marchais avec toi dans la pièce en te chantant une berceuse. Tu te souviens de cette chanson ? Je m'en souviens, mamie. Aletta sourit, bien que sa grand-mère ne puisse pas le voir. Celle, avec le petit oiseau. C'est ça. Je veux que cet appartement t'appartienne, pendant que je suis encore en vie et que j'ai toute ma tête. Officiellement, proprement, pour que personne ne puisse trouver à y redire plus tard. Mamie Rosa avait 82 ans, mais son esprit était toujours vif, et son caractère bien trempé. Elle avait travaillé comme professeure de mathématiques toute sa vie, et elle faisait encore des mots croisés et des sudokus, comme elle le disait, pour empêcher les engrenages de rouiller. Chaque matin, elle s'étirait devant la fenêtre ouverte, buvait du thé au citron et au miel, et appelait ses amis, dont le nombre diminuait d'année en année. Mamie, tout ira bien. À quelle heure pars-tu ? J'ai appelé un taxi Bolt pour 11 heures. Je vais directement au cabinet d'avocat, comme convenu. Tu seras là avant moi. Tu m'attendras ? Oui, mamie. Kylian a dit qu'il essaierait d'y être aussi. Il a une réunion ce matin. Très bien. Nous réglerons tout tous les trois. Ali, ne t'inquiète de rien. Tout sera comme il se doit. Je ne m'inquiète pas, mamie. On se voit dans quelques heures. Ah, tout à l'heure. Et fais un bisou à Kylian de ma part. Dans cette dernière phrase, quelque chose avait trébuché, une pause à peine perceptible avant le nom de son mari. Aletta raccrocha et resta assise, immobile, quelques secondes, fixant l'écran noir. Fais un bisou à Kylian. Sa grand-mère s'était toujours méfiée de son gendre, bien qu'elle ne l'ait jamais dit ouvertement. Parfois, lorsqu'Aletta parlait de son mari, Mamie Rosa pinçait les lèvres et changeait de sujet. Ou bien, elle commençait soudainement à se montrer nostalgique à propos de son défunt grand-père. Comment il prenait soin de la famille, comment il ramenait chaque centime à la maison, comment il n'avait jamais élevé la voix en 40 ans de mariage. Dans la cuisine, une odeur de café et de croissants brûlés flottait. Kylian était assis à la table, le nez dans son téléphone, d'une main il tenait une tasse, de l'autre il faisait défiler l'écran. Il avait 47 ans. Il
travaillait comme manager dans une société de promotion immobilière, bien qu'Aletta ne comprenne toujours pas exactement ce qu'il y faisait. Dans les premières années de leur mariage, il parlait beaucoup de son travail, de ses projets, de ses clients et de ses plans. Mais ces dernières années, il l'esquivait avec des phrases vagues. Tout va bien, l'habituel. Rien d'intéressant. Et il cachait toujours son téléphone lorsqu'elle entrait dans la pièce. Ou bien se l'imaginait-elle? Bonjour, dit Aletta en se versant café depuis la cafetière à piston. Une cuillère en bois oubliée traînait sur la cuisinière, et des restes noircis de brouillé étaient collés à la poêle. Kylian ne leva même pas les yeux de l'écran. Aletta s'assit en face de lui, serrant sa tasse. Le café était trop fort et amer. Kylian y mettait toujours plus de cuillères que nécessaire. Tu te souviens que nous allons chez l'avocat aujourd'hui, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Il la regarda. Enfin, et Aletta remarqua que ses yeux étaient injectés de sang. Soit il avait mal dormi, soit il était resté tard sur l'ordinateur, comme cela lui arrivait souvent ces derniers temps. Écoute, il y a un imprévu. J'ai une réunion urgente ce matin. Impossible de la reporter. Les partenaires arrivent aujourd'hui et ne peuvent se réunir qu'aujourd'hui. Vas-y en premier, je vous rejoindrai au cabinet d'avocat. Victor t'y conduira. Aletta fronça les sourcils. Victor était un chauffeur qui travaillait de temps en temps pour l'entreprise de Kylian. Il y a quelques années, son mari avait commencé à utiliser ses services pour des voyages d'affaires, puis plus tard, pour des affaires familiales, il avait emmené Aletta à l'aéroport de Ferriégi, où avait récupéré ses parents à la gare de Keleti. Victor était calme et fiable, mais Aletta se sentait toujours gênée d'être conduite par un chauffeur, comme si elle était quelqu'un d'important. Je vais être appelé un taxi. Je veux pas le déranger. Il doit avoir ses propres affaires à régler. Quel taxi? Victor est libre aujourd'hui. J'ai vérifié. Je l'ai déjà appelé. Il sera en bas dans une demi-heure. Il connaît l'adresse du cabinet. Quelque chose dans le ton de son mari sembla étrange à Aletta. Trop insistant, trop confiant, mais elle ne discuta pas. En 15 ans de mariage, elle avait appris à choisir ses batailles. Certaines choses ne valaient tout simplement pas l'énergie émotionnelle. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle réfléchissait trop. Kylian avait toujours été un homme occupé. Il avait toujours des réunions, des rencontres, des partenaires. Elle but son café et retourna dans la chambre. Elle ouvrit le placard et resta devant pendant quelques minutes, triant les cintres. Que porte-t-on pour un tel rendez-vous? Il ne s'agissait que de signer des papiers, mais elle voulait avoir l'air respectable. Pas pour l'avocat, mais pour elle-même, et pour sa grand-mère, qui disait toujours qu'une femme devait avoir une apparence qui impose le respect au premier coup d'œil. Aletta choisit une robe fourreau grise, simple mais élégante, avec une fine ceinture à la taille, et un trench beige, qu'elle avait acheté en solde l'année dernière. Elle ajusta ses cheveux, épingla une mèche rebelle, appliqua un rouge à lèvres neutre et mit un peu de mascara. Elle se regarda dans le miroir et fut plus ou moins satisfaite. Pas une reine de beauté, mais une femme d'âge moyen parfaitement présentable. Le dossier contenant les documents était resté sur la commode la veille au soir. Aletta en vérifia à nouveau le contenu, étalant les papiers sur le lit. Carte d'identité, carte de sécurité sociale, TAG, une lettre du syndic de copropriété, sa déclaration de consentement, la copie du titre de propriété de Mamie Rosa. Tout était là, tout était en ordre. Elle rangea soigneusement les papiers, ferma son sac à glissière et regarda à nouveau son reflet. Une femme, aux yeux fatigués et à la bouche tombante la regardait. Une femme qui avait oublié depuis longtemps comment rêver à autre chose qu'à une soirée calme, sans dispute. Quand elle sortit dans l'entrée, Kylian était déjà en train de mettre sa veste, cette veste de sport bleu foncé qu'il portait depuis quelques années. Ses chaussures traînaient sur le sol, bien qu'Aletta lui ait demandé 100 fois de les ranger dans le placard. Je t'enverrai un message quand je partirai pour chez l'avocat, dit-il en déposant un baiser sur sa joue. Ses lèvres étaient sèches et froides. Ah, et il y a un autre papier que tu devras signer. Victor est au courant. Il t'expliquera en route. Quel papier? Tu sais, un document supplémentaire pour le transfert. Une sorte de procuration ou quelque chose comme ça. Rien du tout, juste une formalité, l'avocat t'expliquera. Il avait déjà franchi la porte avant qu'Aletta ne puisse poser une autre question. La serrure cliqueta, ses pas résonnèrent dans le couloir, puis la porte d'entrée de l'immeuble claqua. Aletta se tenait dans l'entrée vide, fixant la porte fermée à la peinture, écaillée. Un document supplémentaire dont elle ne savait rien. Étrange. Sa grand-mère avait tout discuté avec l'avocat. Elles avaient parlé la semaine dernière, et Mamie Rosa n'avait mentionné aucune procuration supplémentaire. Peut-être que Kylian s'était trompé. Ou était-ce vraiment juste une formalité? Aletta secoua la tête, repoussant l'anxiété. Inutile de se faire des films. Elle arriverait au cabinet d'avocat, et tout s'y clarifierait. 20 minutes plus tard,
Elle descendit dans la rue. La pluie s'était arrêtée, mais l'asphalte était humide et brillant, reflétant le ciel gris et la silhouette des arbres. Des flaques d'eau scintillaient près des trottoirs. L'eau goûtait du toit sur l'auvent. Une odeur de feuilles humides et de gaz, d'échappement flottait. Un voisin faisait chauffer sa vieille Ford à proximité. Une voiture bleu foncé était garée près de l'entrée, pas neuve, mais propre et bien entretenue. Au volant, Aletta reconnut Victor, avec ses cheveux grisonnants, et ses larges épaules dans une veste sombre. Il avait une cinquantaine d'années, une carrure solide, des tempes poivre et sel et de petites rides autour des yeux, le genre que l'on attrape à force de plisser les yeux face au soleil ou de scruter la route. Il sortit de la voiture pour lui ouvrir la porte, et Aletta remarqua qu'il semblait tendu. Ses mouvements étaient saccadés, ses yeux balayaient les alentours. « Bonjour, Madame Aletta. Bonjour, Victor. Merci d'avoir accepté de me conduire. J'espère que je ne vous détourne pas de quelque chose d'important. Pas du tout. Je vous en prie, montez. » Elle s'installa sur le siège arrière, posant son sac sur ses genoux. La voiture sentait le désodorisant au pain et autre chose. Du cuir, être du tabac, bien que Victor ne semblait pas fumer. Sur le tableau de bord, il y avait un paquet de mouchoirs et un livre de poche, être un roman policier ou de la science-fiction. Victor s'installa au volant, mais ne démarra pas immédiatement. Pendant quelques secondes, il fixa le rétroviseur comme s'il vérifiait quelque chose. Puis, il regarda par-dessus son épaule et jeta un coup d'œil par la fenêtre latérale. « Tout va bien ?» demanda Aletta. « Oui, bien sûr. Je vérifie juste l'itinéraire. La circulation, vous savez. » La voiture quitta le parking, traversa une rue étroite et s'inséra dans le flot de la circulation matinale. La ville se réveillait lentement, comme une personne, après une nuit sans sommeil. Des gens avec des parapluies et des porte-documents se pressaient d'aller au travail. Un balayeur en gilet orange ramassait des feuilles jaunes devant une supérette. Une foule se formait à un arrêt de bus. Ils passèrent devant une école où des enfants se rassemblaient déjà, bruyants, avec leurs manteaux de couleurs vives. Devant une clinique où des infirmières, en blouse verte fumaient à l'entrée, devant une vieille boulangerie d'où émanait l'odeur chaude du pain frais. Aletta regardait par la fenêtre, pensant à sa grand-mère, à la façon dont elle passait des étés entiers chez elle pendant son enfance, pendant que ses parents travaillaient. Comment elle préparait ensemble des raviolis hongrois, derlis sur une immense planche en bois, et comment sa grand-mère lui apprenait à pincer les bords pour en faire une petite tresse. Comment, elle, regardait de vieux films à la télévision. La garçonnière, quand Harry rencontre Sally. Sa grand-mère pleurait aux mêmes scènes à chaque fois, même si elle connaissait les films par cœur. Comment elle buvait du thé avec de la confiture sur la coursive de l'immeuble, regardant le coucher du soleil, pendant que Mamie Rosa lui racontait sa propre enfance, la guerre, son grand-père. L'appartement de sa grand-mère était un sanctuaire pour elle. Un endroit où il faisait toujours chaud, sûr, et qui sentait la maison. Quand ses parents se disputaient, et ils se disputaient souvent. Aletta recroquevillait ses jambes dans le fauteuil de sa grand-mère et lisait des livres de cette même bibliothèque. Quand on la harcelait à l'école, et comme elle était silencieuse et timide, cela arrivait souvent, elle écrivait des lettres à sa grand-mère, qui répondait toujours par de longs messages pleins de sagesse et d'amour. Et, quand sa mère est décédée subitement d'un accident vasculaire cérébral à 54 ans, c'est sa grand-mère qui a soutenu Aletta aux funérailles, l'empêchant de s'effondrer complètement. Victor conduisait en silence, et ce silence semblait lourd, mauvais. D'habitude, il était bavard, posait des questions sur la météo, sur sa santé, partageait quelques nouvelles de la ville, ou parlait de l'équipe de foot, le Fradi. Mais, aujourd'hui, il serrait le volant si fort que ses articulations étaient blanches. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, non, pas vers elle, mais quelque part derrière eux, sur la route, comme s'il vérifiait que personne ne les suivait. Ils passèrent devant un parc où des mères se promenaient avec des poussettes, et tournèrent sur une avenue bordée d'immeubles et de magasins. Le cabinet d'avocat était à environ 10 minutes, être 15 s'il y avait des embouteillages à l'intersection près du centre commercial. Puis soudainement, Victor a mis son clignotant, s'est rangé sur le bas-côté et s'est arrêté près d'une rangée de garages. Aletta s'est penchée en avant, surprise, s'agrippant au dossier du siège avant. Que se passe-t-il ? On est en panne. Victor s'est retourné, et Aletta a vu quelque chose d'étrange dans ses yeux. Un mélange de peur et de détermination. Le genre qu'on voit chez une personne qui s'apprête à faire quelque chose de très important et de très difficile. Madame Aletta. Sa voix était celle de quelqu'un qui a gardé le silence pendant longtemps et qui lutte maintenant pour trouver ses mots. Je dois vous dire quelque chose, et je vous demande de faire ce que je vous dis, sans poser de questions. S'il vous plaît, Victor, vous me faites peur. Que se passe-t-il ? L'homme déglutit et regarda autour de lui.
Des garages à gauche, la clôture d'un entrepôt à droite, une route vide devant. Comme s'il vérifiait si quelqu'un les observait ou les écoutait. Dans quelques minutes, Monsieur Killian va m'appeler. Il va me demander de le récupérer près de son bureau. Il va monter dans cette voiture. Donc, nous allons ensemble au cabinet d'avocat, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Qu'il me rejoindrait plus tard. Non. Victor secoua la tête, et une ombre de regret ou de culpabilité traversa son visage. Madame Aletta, vous devez monter dans le coffre. Tout de suite. Et, quoi que vous entendiez, vous devez rester silencieuse. Vous ne devez pas émettre le moindre son. Aletta le fixa, incapable de décider s'il plaisantait ou s'il avait perdu la tête. Son cœur se mit à battre la chamade. Ses paumes devinrent moites. Victor, qu'est-ce qui se passe? Dans le coffre? Pourquoi devrais-je me cacher de mon propre mari? Le chauffeur passa une main sur son visage, se frottant les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Aletta le remarqua aussi. Je travaille pour votre mari depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je le conduis à des réunions, des voyages d'affaires ou autres. Et depuis 10 ans, j'écoute ce qu'il dit au téléphone, quand il croit que le chauffeur fait juste partie du décor. Juste un gars au volant qui ne comprend rien, qui ne se souvient de rien, qui ne compte pas. Le cœur d'Aletta battait encore plus vite. Une pulsation commença à battre dans ses tempes. Et quoi? Qu'avez-vous entendu? Madame Aletta, votre mari a l'intention de s'emparer de cet appartement. Pas pour vous, pour lui-même. Une fois l'acte de donation signé, il va saisir la justice pour faire déclarer votre grand-mère sous tutelle de façon rétroactive. Il a un médecin qui signera les papiers nécessaires. Un psychiatre avec qui ils sont de mèche depuis un moment. La transaction sera annulée, et l'appartement passera sous son contrôle. Le monde sembla basculer autour d'Aletta. Les garages, la clôture, le ciel gris, tout devenait flou devant ses yeux. Elle serra le dossier du siège avant pour ne pas tomber. C'est impossible. Pourquoi ferait-il ça? L'appartement resterait de toute façon dans la famille. Nous sommes mariés. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'il a l'intention de divorcer après avoir obtenu l'appartement et de tout garder pour lui. Je l'ai entendu en discuter au téléphone avec un avocat. Ils ont tout planifié. Aletta ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un seul mot. Son esprit se vida. Un bourdonnement emplit ses oreilles, comme une cloche qu'on viendrait de frapper. Victor la regarda avec douleur dans les yeux. Je sais que c'est difficile à entendre. J'ai longuement réfléchi, à savoir si je devais vous le dire ou non. J'avais peur. Monsieur Killian, c'est un homme sérieux. Il a des relations. Mais, je ne pouvais plus me taire. Ma mère s'est fait avoir presque de la même manière. Vous voyez, des parents s'éloignaient, ils ont falsifié quelques documents, ils ont failli lui prendre son appartement. J'étais jeune et stupide à l'époque, je faisais mon service militaire. Je n'ai pas pu intervenir à temps. Ma mère s'est battue pour le récupérer et a gagné, passant 2 ans devant les tribunaux, mais cela lui a coûté la santé. Je n'arrive toujours pas à me pardonner de ne pas avoir compris plus tôt ce qui se passait. Je ne veux pas que la même chose vous arrive. Aletta sentit une larme couler sur sa joue. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle s'était mise à pleurer. Les larmes coulaient toutes seules, comme l'eau d'un tuyau percé. Pourquoi devrais-je vous croire? Peut-être avez-vous tout inventé. Peut-être que quelqu'un vous y a poussé. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je comprends. Mais vous pouvez vérifier par vous-même. Cachez-vous dans le coffre. Écoutez de quoi il parle au téléphone quand il monte dans la voiture. Il téléphone toujours dans la voiture, il pense qu'il est en sécurité ici, que personne n'écoute. Et ensuite, vous pourrez décider vous-même de ce que vous ferez. Aletta regarda le chauffeur dans les yeux et y vit quelque chose de sincère. Pas de la ruse, pas du calcul, juste la fatigue d'un homme qui a porté le sale secret de quelqu'un d'autre pendant trop longtemps, et qui ne peut plus en supporter le poids. D'accord, finit-elle par dire, sa propre voix lui semblant étrangère, résonnant doucement et fragile comme du verre. D'accord, je le fais. Victor sortit de la voiture et ouvrit le coffre. Sur des jambes chancelantes, Aletta s'extirpa également du siège arrière et regarda autour d'elle. La rue était vide, à l'exception d'un corbeau perché sur un lampadaire, l'observant de son œil noir comme un bouton. Il y a une couverture à l'intérieur. Vous pouvez vous allonger dessus, dit doucement Victor. Et tenez, prenez ça. Il lui tendit une petite lampe de poche. Juste au cas où, mais il vaut mieux ne pas l'allumer, sauf si c'est absolument nécessaire. Le coffre était plus spacieux qu'elle ne le pensait. Victor avait rabattu le siège arrière pour créer une sorte de creux. Aletta y grimpa, essayant de ne pas penser à quel point elle devait paraître ridicule. Une femme adulte en robe, grise et trench beige, accroupie dans le coffre d'une voiture en pleine journée de travail. Si quelqu'un lui avait dit ce matin que cela arriverait, elle aurait ri. Madame Aletta. Victor se pencha, et dans ses yeux,
Elle vit de nouveau ce même mélange de peur et de détermination. Quoi que vous entendiez, restez silencieuse. Ne bougez pas. Il ne doit pas savoir que vous êtes ici, sinon, je ne sais pas ce qu'il fera. Aletta opina du chef, incapable de parler. Le couvercle du coffre se ferma en douceur, et le monde fut plongé dans l'obscurité. Les premières minutes furent insoutenables. Aletta était allongée dans l'obscurité totale, sentant chaque bosse sous son dos, chaque pli de la couverture. Son cœur battait si fort qu'il semblait pouvoir être entendu de l'extérieur. L'odeur d'essence, de caoutchouc et de quelque chose de moisi, de vieux, flottait dans l'air. Elle ferma les yeux, bien que ce soit inutile, il n'y avait de toute façon rien à voir. La voiture démarra. Aletta sentit qu'elle accélérait, tournait, s'arrêtait au feu de circulation. Elle essayait de deviner l'itinéraire. Là, ils ont tourné à droite, ce qui signifiait qu'ils étaient sur une route principale. Maintenant ils ralentissaient, probablement, pour un passage piéton, puis accéléraient à nouveau. Le temps semblait infini. 10 minutes c'était peu, être écoulé, ou peu, être une heure. Elle avait perdu la notion du temps. Puis, la voiture s'arrêta et Aletta entendit la porte côté conducteur s'ouvrir. Les pas de Victor sur les pavés. Le silence, puis des voix, d'abord indistinctes, puis plus proches. Tu en as mis du temps. C'était la voix de Killian. Si familière, si normale après 15 ans. La circulation. Il y a eu un petit accident sur la route de Vassy. J'ai dû faire un détour, répondit Victor d'une voix régulière. Il n'y avait pas la moindre once de nervosité. Une portière claqua. La voiture tangua. Son mari s'était installé sur le siège, passager avant. Aletta retint son souffle. Allons chez l'avocat. Mais prends ton temps, je dois passer un coup de fil. La voiture redémarra. Aletta entendit le bruissement des vêtements, le clic de la ceinture de sécurité, puis le son de la numérotation. Salut Soma, c'est moi. Alors, tout est prêt? Une pause. Aletta tendit l'oreille, essayant de saisir chaque mot. Parfait. Prépare les papiers. Nous passerons demain pour signer. Oui, l'expertise psychiatrique. Et n'oublie pas la date. Il faut la dater du mois dernier, avant le contrat de donation. Tu comprends? Oui. Le souffle d'Aletta se bloqua dans sa gorge. Ça y était. Victor ne mentait pas. Chaque mot qu'elle entendait maintenant confirmait l'histoire du chauffeur. La vieille est en pleine forme. Mais ça n'a pas d'importance. Killian continua, et une paresseuse suffisance s'installa dans sa voix, une voix qu'Aletta n'avait jamais entendue auparavant. Ou peut-être l'avait-elle entendue, mais n'avait pas voulu la remarquer. Il nous faut un papier inattaquable. Prouvant qu'au moment de signer le contrat de donation, elle était déjà incapable de discernement. Qu'elle ne comprenait pas la portée de ses actes. C'est un grand classique. Une pause. Il semblait que Soma répondait. Qu'est-ce que la conscience a? Voir là, dedans, Soma? Les affaires sont les affaires. Un grand appartement. Búzsa és a Újlipótváros vauta au minimum 150 millions de forints, peut être plus. Pour ce genre de somme, je ferais bien pire. Et puis, la vieille, Pau a 82 ans. Il ne lui reste de toute façon plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça peut lui faire, à elle, de savoir à quel nom est l'appartement? Aletta mordit son poing pour s'empêcher de hurler. Les larmes coulaient à nouveau sur son visage, mais elle ne pouvait pas les essuyer, ayant peur de bouger, peur d'émettre le moindre son. Attends, je n'ai pas fini. La voix de Killian baissa d'un ton, devenant plus conspiratrice, comme s'il partageait un secret. Une fois qu'on aura mis l'appartement à mon nom, je demanderai le divorce. La conne n'en a aucune idée. Elle croit que je fais tout pour la famille, mais ça fait 2 ans que je suis avec Claudia. Elle attend que je quitte enfin ma femme. Le monde à l'intérieur du coffre s'effondra totalement. Aletta était allongée, dans l'obscurité, sentant que quelque chose se brisait en elle. Quelque chose qu'elle avait chéri pendant 15 ans. La foi en son mari, la foi en sa famille, la foi qu'elle comptait pour l'homme à qui elle avait donné les meilleures années de sa vie. Claudia. 2 ans. Pendant 2 ans, il l'avait regardée dans les yeux au petit déjeuner. Pendant 2 ans, il avait dormi à côté d'elle dans le même lit. Pendant 2 ans, il lui avait dit « Je t'aime » par pure habitude. Et pendant tout ce temps, il avait une autre femme. Pendant tout ce temps, il préparait la façon de se débarrasser d'elle. Oui, je réglerai le compte d'Aletta. Killian rit. Et ce rire était la chose la plus effrayante qu'Aletta ait jamais entendue. Le rire froid et calculateur. D'un homme qui se considère comme le maître de la situation. Je trouverai bien une excuse. Peut-être que je dirai qu'elle m'a trompé, ou qu'elle est mentalement instable. Ça collera parfaitement avec l'histoire familiale de l'incapacité de discernement. Oui, la génétique. Je dirais, grand-mère folle,
Petite fille folle. Au fait, Soma, tu es un génie. C'était ton idée? Aletta pressa ses paumes contre ses oreilles, mais cela n'aida pas. La voix de son mari s'infiltrait à travers le métal et la garniture, directement dans son cœur. Brisé. Bref, voici le plan. Kylian passa à un ton plus professionnel. Aujourd'hui, on signe le contrat de donation. Tout est propre, dans les règles de l'art. Dans un mois, on lance un procès pour annuler la transaction. On aura l'expertise psychiatrique. On trouvera des témoins. Il y a un voisin là, bas qui signera n'importe quoi pour un peu de liquide. Encore 1 ou 2 mois pour le procès. D'ici le printemps, l'appartement est à moi. Ensuite, le divorce, le partage des biens. Ali ne recevra pas un centime, parce que l'appartement ne sera pas un bien commun, mais un bien que j'aurai acquis par décision de justice. Joli, hein? Joli, marmonna Victor, et Aletta entendit le dégoût, à peine dissimulé dans sa voix. Mais Kylian n'avait apparemment rien remarqué. C'est bon, Soma, on arrive presque. Je t'appelle demain. Et dis au docteur de ne pas être trop, ces piments c'est trop lu. Paierai pas plus. Pour cette somme, il doit écrire le rapport et témoigner au tribunal si nécessaire. Ok, on se parle plus tard. Le téléphone émit un bip. L'appel s'est terminé. La voiture a tourné et s'est arrêtée. Nous sommes arrivés, monsieur Kylian, dit Victor. Le cabinet d'avocat est juste de l'autre côté de la rue. Je le vois. Est-ce qu'Aletta est déjà à l'intérieur? Oui, je l'ai déposée à l'entrée il y a environ 20 minutes, comme vous l'avez demandé. Elle a dit qu'elle vous attendrait dans la salle d'attente. Parfait. Une femme obéissante, c'est une bonne chose. Kylian gloussa, et il y eut quelque chose dans sa voix qui fit serrer les poings d'Aletta dans le coffre. Très bien, j'y vais. Attendez-moi ici, au cas où j'aurai besoin de vous. Je devrais être passé à la banque pour récupérer des papiers. Une portière claqua, des pas sur les pavés, s'éloignant peu à peu. Puis, le silence. Aletta était allongée dans l'obscurité, incapable de bouger. Tout son corps était engourdi, comme si elle était restée là non pas pendant une demi-heure, mais pour une éternité. Des bribes de la conversation tourbillonnaient dans sa tête. La vieille est en pleine forme. Mais ça n'a pas d'importance. Je réglerai. Le comte d'Aletta. 2 ans avec Claudia. La conne n'en a aucune idée. Une conne. 15 ans de mariage, et pour lui, elle n'était qu'une conne. La femme, qui préparait ses dîners, lavait ses chemises, supportait sa mauvaise humeur. Après le travail. La femme qui avait essayé de tomber enceinte à 3 reprises, et qui avait perdu le bébé à un stade précoce à chaque fois, et lui disait juste « Ce n'est pas grave, on réessayera ». Et puis, il a fini par ne même plus dire ça. La femme qui croyait chaque mot, chaque promesse, chaque sourire de sa part. Le couvercle du coffre s'est ouvert et Aletta a plissé les yeux face à la lumière. Le visage de Victor était pâle. Madame Aletta, il est parti. Il est entré dans le bureau. Elle s'est assise, cherchant son souffle comme un poisson rejeté sur le rivage. Ses jambes ne lui obéissaient pas. Victor lui a tendu la main et l'a aidé à sortir. Vous avez tout entendu? Elle hocha la tête. Elle n'avait pas la force de parler. Je suis tellement désolé, dit doucement Victor. J'aurais dû vous le dire plus tôt. J'aurais dû vous le dire. Depuis longtemps, mais j'avais peur. Monsieur Kylian, il sait comment intimider les gens. Il a laissé entendre qu'il connaissait des gens qui pouvaient causer des problèmes. Je suis un lâche, Madame Aletta. Pardonnez-moi. Omdiayo, Aletta le regarda. Cet homme d'âge moyen aux yeux fatigués, qui avait risqué son emploi et être plus encore, pour lui dire la vérité. Un lâche? Il était le seul à avoir été honnête. Vous n'êtes pas un lâche, dit-elle d'une voix tremblante. Vous êtes la seule personne à m'avoir traité comme un être humain. Merci, Victor. Merci. Elle a sorti son téléphone de son sac à main. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle a raté la bonne icône 2 fois, mais elle a fini par réussir à composer le numéro. Mamie, c'est moi. Tu es déjà au cabinet d'avocat? J'y serai bientôt, Ali. Je suis dans le taxi, comme prévu. Mamie, écoute-moi très attentivement. N'entre pas chez l'avocat. Fais demi-tour et rentre chez toi. Que s'est-il passé? Ali, tu me fais peur. Je t'expliquerai tout. Mais pas maintenant. Pas au téléphone. S'il te plaît, mamie. Fais-moi confiance. Rentre chez toi et attends. J'arrive bientôt. D'accord. La voix de sa grand-mère est devenue sérieuse, sans poser d'autres questions. Au cours de ces 82 années, elle avait appris à sentir quand une affaire ne tolérait ni report ni discussion. Je rentre à la maison. Je t'attends. Puis Aletta a composé un autre numéro. Un qu'elle connaissait par cœur, mais qu'elle n'avait jamais pensé devoir utiliser. 112, quelle est votre urgence? Je souhaite signaler un crime en cours.
Une tentative de fraude. La voix, au bout du fil, était calme et professionnelle. La dispatcheuse a posé les questions clairement, sans émotion. Aletta a répondu, essayant de ne pas bafouiller, bien que ses lèvres tremblaient et que ses mots s'en mêlaient. L'adresse du cabinet d'avocat, le nom de son mari, la nature du délit. Elle entendait sa propre voix comme venant de loin. Régulière, presque mécanique, comme si quelqu'un d'autre parlait. « Restez où vous êtes », a dit la dispatcheuse. Une unité sera sur place dans 10 à 15 minutes. N'entreprenez aucune action jusqu'à l'arrivée de la police. Aletta a baissé le téléphone et a regardé Victor. L'homme se tenait près de la voiture, les mains dans les poches de sa veste. Son visage était gris et tiré, comme s'il avait vieilli de plusieurs années au cours de la dernière heure. « La police est en route, dit-elle. » Victor hocha la tête. « Vous avez bien fait. Je suis prêt à faire une déclaration. Je leur dirai tout ce que j'ai entendu au fil des ans. Qu'ils sachent à qui ils ont affaire. » Il se tenait sur le trottoir, en face du cabinet d'avocat. C'était un bâtiment de 2 étages, avec une plaque qui disait « Cabinet d'avocat » et les fenêtres avec leurs cadres en plastique reflétaient le ciel gris. Un bâtiment ordinaire, comme des milliers d'autres dans la ville. Combien de destins s'y étaient décidés? Combien de documents y avaient été signés? Et combien d'entre eux faisaient partie de la tromperie de quelqu'un? Aletta a regardé la porte d'entrée, en bois, brun foncé, avec une poignée en laiton. Là, derrière cette porte, se trouvait son mari. L'homme avec qui elle avait vécu pendant 15 ans. L'homme qu'elle avait aimé, ou croyait aimer. L'homme qui prévoyait de voler l'appartement de sa grand-mère et de la jeter ensuite hors de sa vie. Comme un vieux chiffon. Étrangement, elle ne ressentait pas de colère. Pas encore. Juste un engourdissement si profond et si global, comme si elle avait été plongée dans de l'eau glacée. Ses pensées bougeaient lentement, comme des poissons sous la glace. Elle savait qu'elle devrait ressentir quelque chose. De la rage, de la douleur, du désespoir. Mais à l'intérieur, il n'y avait que du vide. Victor a sorti une bouteille d'eau de la voiture et la lui a tendue. « Buvez un peu. Vous êtes très pâle. » Aletta a pris la bouteille et a bu quelques gorgées. L'eau était tiède et sans goût, mais ça a un peu aidé. Sa tête s'est éclaircie. « Victor, dit-elle, parlez-moi de lui. De Kylian. Que savez-vous d'autre ?» Le chauffeur est resté silencieux un moment et a regardé au loin. « J'en sais beaucoup, Madame Aletta. J'en ai entendu beaucoup en disant. Il ne m'a jamais considéré comme un être humain, vous savez. Juste comme du personnel, une fonction. Il parlait au téléphone devant moi, il rencontrait. Il a hésité. Des femmes. » Des femmes? Claudia. Elle est dans les parages depuis un moment. 2 ans, comme il l'a dit. Mais il y en a eu d'autres avant elle. Je n'ai pas compté. Je me suis dit que ça ne me regardait pas. Beaucoup d'hommes vivent comme ça. Qu'est-ce que je pouvais faire? Aletta a hoché la tête. Elle l'avait elle-même soupçonné. Il y a eu des fois où Kylian était rentré tard, sentant le parfum d'une inconnue, où il avait menti. Sur des réunions et des voyages d'affaires, mais elle n'avait pas voulu le voir. C'était plus facile de le croire, plus facile de fermer les yeux. Et l'appartement. Quand a-t-il commencé à préparer ça? Il y a environ 4 mois. Je l'ai entendu en parler avec cet avocat, Soma. Il discutait de la façon de contester un contrat de donation. Monsieur Kylian a dit que votre grand-mère voulait vous donner l'appartement, et il voulait l'avoir pour lui. Au début, j'ai cru que c'était être juste des paroles en l'air. Vous savez comment sont les gens. Mais ensuite, il a commencé à rencontrer un médecin, il discutait de documents. J'ai compris que c'était sérieux. Pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Victor a baissé la tête. J'avais peur. Monsieur Kylian. C'est comment mettre la pression. Une fois, il a mentionné avec désinvolture qu'il savait où travaillait ma fille. Juste comme ça, en passant. Mais j'ai compris le message, c'était une menace. Si je sortais, durant, il pourrait s'en prendre à elle. Pas à moi, à elle. Alors, je suis resté silencieux. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Qu'ils règlent ça entre eux. Mais ensuite, je n'ai plus pu. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que si je gardais le silence, je ne me le pardonnerais jamais. Aletta a posé une main sur son épaule. Vous avez pris la bonne décision, Victor. Merci. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait pour moi. Au loin, le bruit d'une sirène s'est intensifié. Aletta s'est retournée et a vu une voiture de la police de Budapest s'engager dans leur rue. Les gyrophares, bleus et rouges, se reflétaient sur l'asphalte mouillé, sur les vitres, sur les flaques d'eau près du trottoir.
La voiture s'est arrêtée à côté d'eux. Deux hommes en uniforme, tous deux dans la quarantaine, et une femme plus jeune, également en uniforme et tenant un carnet, en sont sortis. C'est vous qui avez appelé le 112 ? A demandé l'un des hommes en s'adressant à Aletta. Oui, c'est moi. Je suis le sergent-chef Molnar. Voici le commandant Petrovics. Dites-nous ce qui s'est passé. Aletta a commencé à parler. Son récit était hésitant et confus, sautant d'une chose à l'autre. Sa grand-mère, l'appartement, le contrat de donation. Le fait que son mari ait insisté pour qu'elle parte en premier. Victor, qui l'avait prévenu et caché dans le coffre. La conversation qu'elle avait surprise. Les policiers l'écoutaient attentivement. Le commandant Petrovics prenait des notes. Dans son carnet. Lorsqu'Aletta est arrivée au propos de Kilian sur l'évaluation psychiatrique et le plan pour faire déclarer sa grand-mère incapable, Molnar a froncé les sourcils. C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves ? J'ai entendu la conversation de mes propres oreilles. Y a-t-il un enregistrement audio ? Aletta s'est figée. Un enregistrement. Il ne lui était même pas venu à l'esprit d'activer l'enregistreur vocal sur son téléphone. Elle était allongée dans le coffre sombre, écoutant sa vie s'écrouler, et elle n'avait pas pensé à appuyer sur un seul bouton. Non, dit-elle d'une voix brisée. Il n'y a pas d'enregistrement. Je n'y ai même pas pensé. Molnar a échangé un regard avec son collègue. Cela complique les choses. Vos seuls mots ne suffisent pas pour une arrestation. Mais je peux confirmer tout ça, est intervenu Victor. Je suis le chauffeur. Je conduis Monsieur Kilian depuis 10 ans. J'ai souvent entendu ces conversations, et j'ai aussi entendu en partie celle d'aujourd'hui. Il parlait au téléphone pendant que je conduisais. J'ai tout entendu sur le médecin, le rapport, le plan de mise sous tutelle. Êtes-vous prêt à faire une déclaration officielle ? Je le suis. Sur procès-verbal, sous serment, tout ce qui sera nécessaire. Molnar a hoché la tête. Très bien. Un témoignage, c'est déjà ça. Et vous avez dit que votre mari avait mentionné un nom. Soma, l'avocat, et un psychiatre. Si, nous les trouvons et qu'ils confirment. Ils ne le confirmeront pas, là, interrompu Aletta. Ils sont dans le coup. Kilian a dit qu'il payait 3 millions de forains au médecin pour le rapport. Corruption de professionnels. C'est un délit pénal, a dit Molnar. Si le médecin a une licence. Je sais pas qui c'est. Je ne connais pas son nom. Molnar a réfléchi un instant. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Nous allons entrer dans le bureau maintenant et discuter avec votre mari. Officiellement, c'est la vérification d'un signalement. Nous verrons comment il réagit. S'il est en train de signer quelque chose, ou essaie de le faire, nous avons le droit d'intervenir pour suspendre la transaction le temps de l'enquête. Aletta a hoché la tête. Son cœur a recommencé à battre la chamade. Bientôt, elle allait voir Kilian, elle verrait son visage quand il comprendrait que son plan était découvert. Que la femme qu'il prenait pour une idiote était plus intelligente qu'il ne le pensait. Ils sont entrés dans le bâtiment. Aletta et les 3 policiers. Victor est resté dehors près de la voiture. À l'intérieur, c'était calme et frais, et ça sentait le papier et quelque chose d'institutionnel. Un petit couloir, quelques portes, un tableau d'affichage. Près d'une des portes, une femme âgée était assise avec une pile de documents, attendant son tour. L'avocate est-elle là ? A demandé Molnar à la réceptionniste. Oui, elle est avec un client en ce moment. Police, nous devons entrer. Les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés, mais elle n'a pas protesté. Molnar a ouvert la porte du bureau et est entré. Aletta le suivait de près. Le bureau était petit, encombré de classeurs. Derrière le bureau était assise une femme dans la soixantaine, dans un tailleur élégant, vraisemblablement, l'avocate, et face à elle, dos à la porte, se trouvait Kilian. Il était en train de dire quelque chose, gesticulant, mais il s'est tu au milieu de sa phrase lorsqu'il a entendu les pas. Il s'est retourné et a vu les policiers en uniforme. Il a vu Aletta. Son visage a changé. D'abord de la confusion, puis de la reconnaissance, et enfin quelque chose ressemblant à de la peur l'a traversé, mais il s'est vite ressaisi. « Ali, qu'est-ce que tu fais ici ? Et pourquoi ? Es-tu avec la police ?» Sa voix semblait presque naturelle, surprise, voire indignée. « Bon acteur », a pensé Aletta. Il a été un bon acteur toute sa vie, et je ne l'ai jamais remarqué. « Kilian ?» a demandé Molnar de manière officielle. « Oui, c'est moi. » De quoi s'agit-il ? Sergent-chef Molnar de la police de Budapest. Nous avons reçu un signalement pour une possible fraude immobilière. Nous devons interrompre votre rendez-vous et vous demander de venir avec nous pour faire une déposition. Kilian s'est levé, redressant les épaules. Il avait une tête de plus que policier, les épaules plus larges, et était visiblement habitué à ce que les
Jean est un peu peur de lui. Quelle fraude. C'est ridicule. Je suis ici pour signer un contrat de donation pour un appartement que la grand-mère de ma femme a décidé de lui donner. Tout est légal. Tous les papiers sont en règle. Tenez, vous pouvez vérifier. Il a pointé du doigt les papiers sur le bureau. L'avocate était assise, immobile, ses yeux faisant des allers-retours entre la police et Killian. Nous allons vérifier, a dit Molnar. En attendant, je vous demande de ne pas toucher aux documents. Commandant, veuillez figer la scène. Petrovic a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos des papiers sur le bureau. C'est un scandale. Killian a élevé la voix. Je vais porter plainte. Avez-vous seulement idée de qui vous parlez? À monsieur Killian, que nous interrogeons en tant que suspect dans une affaire de conspiration en vue de commettre une fraude et une corruption, a répondu Molnar calmement. Et je vous conseille de vous calmer. Les menaces ne vous aideront pas. Killian a ouvert la bouche pour protester, mais son regard s'est alors posé sur Aletta. Elle se tenait près de la porte, le dos contre le mur, et le regardait. Ni avec haine, ni avec douleur, mais avec un calme si étrange qu'il l'effrayait. Elle-même. Ali, a-t-il dit, et sa voix a changé, devenant plus douce, presque suppliante. Ali, qu'est-ce que tu leur as dit? Tout cela n'est qu'un malentendu. Parlons-en. Je peux t'expliquer. M'expliquer quoi? A demandé la femme doucement. Comment tu voulais faire déclarer ma grand-mère incapable? Comment ça fait 2 ans que tu es avec Claudia? Comment tu me traites de conne? Le visage de Killian a tressailli pendant une seule seconde. Mais Aletta l'a vu. Il a compris. Il a compris qu'elle savait tout. Il a compris que son plan avait échoué. Comment as-tu? A-t-il commencé, mais il s'est interrompu. J'ai entendu ta conversation dans la voiture, chaque mot. À propos de Soma, l'avocat, du psychiatre, des 3 millions de forains pour l'expertise, et de comment tu allais t'occuper de moi plus tard. Le silence s'est abattu sur le bureau. L'avocate a enlevé ses lunettes et les a posées sur le bureau. Ses mains tremblaient. Molnar et Petrovic ont échangé un regard, comme des gens qui avaient obtenu plus que ce à quoi ils s'attendaient. Killian s'est lentement rassis dans son fauteuil. Toute sa confiance, toute son arrogance s'était évaporée. Il avait l'air d'un homme qui venait de tout perdre. Ali. A-t-il recommencé? Ne m'appelle plus comme ça. Tu en as perdu le droit. Elle s'est tournée vers les policiers. Je suis prête à faire une déposition officielle avec tous les détails. Et le chauffeur, Victor, témoignera aussi. Il a conduit mon mari pendant des années et a entendu ces conversations. Molnar a hoché la tête. Très bien, monsieur Killian. Vous allez devoir venir avec nous au poste pour faire une déposition. Je n'irai nulle part. Killian a relevé la tête. C'est une détention illégale. J'appelle mon avocat. Appelez-le. C'est votre droit. Mais jusqu'à ce que votre avocat arrive, vous restez avec nous. Killian s'est levé et a fait un pas vers la porte, mais Molnar lui a barré la route. Pas de mouvement brusque, monsieur. Killian l'a regardé, puis Aletta, puis de nouveau le policier. Et soudain, il a semblé se dégonfler, ses épaules se sont affaissées, comme si on l'avait vidé de son air. D'accord, dit-il doucement. D'accord, allons-y. Alors qu'il l'escortait hors du bureau, il s'est retourné une dernière fois vers Aletta. Il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux, aucun remords, seulement de la colère. La colère froide et impuissante d'un perdant, qui savait qu'il avait perdu. Aletta a soutenu son regard, puis l'homme a disparu par la porte. Elle s'est retrouvée seule dans un bureau inconnu avec une avocate. Inconnue, le cœur brisé, et avec le sentiment étrange que le pire était déjà passé. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro de sa grand-mère. Mamie, tout va bien. Quelques imprévus. J'arrive bientôt. Je te raconterai tout. Oui, je vais bien. Je pleurerai plus tard. Pas maintenant. Maintenant, je dois être forte. C'est toi qui me l'as appris. Tu te souviens? 3 mois se sont écoulés comme un seul long et pénible rêve. Aletta se réveillait chaque matin dans l'appartement qui était encore récemment leur domicile commun. Et pendant quelques secondes, elle restait allongée immobile, fixant le plafond. Puis elle se souvenait, Killian était parti. Pas de ce monde. Il était bien vivant, et libre sous caution en attendant son procès. Mais, il avait disparu de sa vie. Et ce sentiment de vide était à la fois effrayant et libérateur. Le divorce a été prononcé rapidement. Killian ne l'a pas contesté. Il avait probablement compris que ce n'était pas le moment de tenter le diable. Son avocat, un jeune homme dans un costume onéreux, a essayé de négocier un partage des biens, mais Aletta s'est montré intraitable. L'appartement dans lequel il vivait avait été acheté avec son argent à elle, l'héritage de ses parents. La voiture était aussi à elle, immatriculée à son nom. En 15 ans de mariage, Killian n'avait rien gagné qui puisse être partagé. Toutes ses
entreprises se sont révélées être des coquilles vides, des dettes et des manigances douteuses. L'enquête a suivi son cours. Aletta a fait sa déposition, a répondu aux questions de l'inspecteur, a signé des procès-verbaux. Victor a également fait une déclaration détaillée et approfondie, avec des dates et des noms. Il s'est avéré qu'il se souvenait de bien plus de choses qu'il ne l'avait laissé paraître. Au départ, il se souvenait des conversations de Kylian avec l'avocat Soma, qui s'est avéré n'être pas seulement un avocat, mais un spécialiste du règlement des affaires immobilières, comme il s'appelait lui-même. Il se souvenait des rendez-vous avec le psychiatre de la clinique privée, qui était prêt à signer n'importe quel certificat moyennant finance. Il se souvenait de noms, d'adresses, de montants. Soma l'avocat a été arrêté une semaine après Kylian, et le médecin 2 semaines après. Les deux ont d'abord tout nié, puis ont commencé à se rejeter la faute l'un sur l'autre et sur Kylian. Un cas classique, dit l'inspecteur. Claudia, la femme avec qui Kylian était depuis 2 ans, Aletta ne l'a jamais vue et ne le voulait pas. Une fille de 25 ans qui travaillait dans un salon de beauté, rêvant d'un mari riche et d'une vie glamour. Quand elle a découvert que Kylian faisait l'objet d'une enquête et n'avait plus d'argent, elle s'est volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Aletta l'a appris, par hasard grâce à Victor, et a ressenti quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Pas de la joie mauvaise, juste la compréhension que parfois, la justice existe vraiment. Un matin de décembre s'est levé, glacial et ensoleillé, une combinaison rare, dans leur ville. Aletta était en route chez sa grand-mère, regardant les rues, éneigées par la vitre du bus. Après tout ce qui s'était passé, elle avait vendu sa voiture. Elle ne voulait plus rien qui lui rappelle sa vie passée. Et l'argent était tombé à pic. L'avocat qui l'avait aidé pour le divorce et l'enquête n'était pas bon marché. L'immeuble de sa grand-mère l'a accueilli avec une odeur familière. Tarte, vanille, quelque chose aux herbes. Mamie Rosa a ouvert la porte avant même qu'Aletta ne puisse sonner. Je t'ai vu par la fenêtre. Entre. Tu dois être gelé. Aletta a serré sa grand-mère tendrement, doucement, sentant ses épaules, fragiles sous ses doigts. En ces 3 mois, Mamie Rosa semblait être devenue encore plus petite, encore plus maigre. Mais ses yeux étaient restés les mêmes, vifs et perçants. Comment vas-tu, mamie? Quel serait le problème? Je vis ma petite vie, doucement. Ma tension fait des siennes, mais c'est à cause du temps. Viens à l'intérieur. L'eau pour le thé vient juste de bouillir. Elles sont entrées dans la petite cuisine chaleureuse, avec ses géraniums sur le rebord de la fenêtre et une vieille horloge à coucou au mur. Aletta s'est assise. À la table recouverte de la familière toile cirée à fleurs. La même qui était là. Il vingt, vous la 31. Joj foi ducho forzi tötet caposto, a dit mamie Rosa en posant une assiette devant elle. Ton préféré. Tu te souviens quand tu étais petite? Tu demandais toujours. Mamie. Juste un dernier chou farci. Juste un. Aletta a souri pour la première fois depuis longtemps. Son sourire était authentique, pas forcé. Je m'en souviens, mamie. Je me souviens de tout. Elles ont bu leur thé en silence, et le silence était confortable, intime. Il n'y avait pas besoin de rien expliquer, ni de rien prouver. Sa grand-mère savait tout de Kylian, de l'enquête, du divorce. Aletta lui avait tout raconté le jour, même où la police avait emmené son mari. Elle était venue directement du cabinet d'avocat, s'était assise sur cette même chaise, et avait parlé, encore et encore, jusqu'à en perdre la voix. Et sa grand-mère l'avait écoutée, lui caressant la tête et murmurant « Ça va aller, Ali. Ça va aller. Ça passera. L'essentiel, c'est que tu aies découvert la vérité, et la vérité guérit, même quand elle fait mal. Mamie. » Aletta a posé sa tasse. « Je voulais te dire. Merci. » De quoi, ma chérie? Pour tout. D'être là pour moi, d'être toujours à mes côtés, d'avoir cru en moi-même quand je ne croyais plus en moi-même. Mamie Rosa fait un geste de la main, mais ses yeux brillaient de manière suspecte. Ne dis pas de bêtises. Pourquoi devrais-tu me remercier? Tu es de mon sang, ma seule petite fille. En qui d'autre croirais-je si ce n'est en toi? Tu savais, dit Aletta doucement. Pour Kylian. Tu as senti qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Sa grand-mère est restée silencieuse, remuant son thé avec une petite cuillère. Je l'ai senti, a-t-elle finalement admis. Je ne savais pas. Je l'ai juste senti. Les vieilles personnes ont un don pour ça. Elles flairent la pourriture. Ses yeux n'étaient pas bons. Ils étaient froids. Il te regardait, mais il voyait quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Pas toi, mais ce que tu pouvais lui apporter. Mais je me suis tu. Je me suis dit, peut-être que je me trompe. Peut-être que je juge mal cet homme. Tu l'aimais. Tu t'illuminais chaque fois que tu parlais de lui.
Je ne voulais pas gâcher ton bonheur. Quel bonheur, mamie? 15 ans de mensonges. Mais tu ne savais pas que c'était des mensonges. Pour toi, c'était une vraie vie avec ses joies et ses peines. Ce que lui pensait, c'est son péché, pas le tien. Aletta a baissé les yeux. Des moineaux pépiaient derrière la fenêtre. Le soleil traversait la vitre, peignant des motifs dorés sur la toile cirée. Mamie, je ne t'ai pas encore tout dit à propos de l'appartement. Qu'y a-t-il avec l'appartement? Tu te souviens, je voulais te l'offrir, signer les papiers. Je me souviens, mais après tout ce chaos, j'ai décidé d'attendre. L'enquêteur a dit qu'il valait mieux ne faire aucune transaction tant que l'affaire ne serait pas classée. L'affaire est classée. Ils m'ont appelé hier. Kylian est accusé d'escroquerie causant un préjudice particulièrement important et de tentative de corruption. Le procès aura lieu dans 2 mois. Mamie Rosa a fait le signe de croix. Dieu merci, il y a encore une justice dans ce monde. Donc, mamie, je voulais te dire que tu n'es pas obligée de me donner l'appartement. Sa grand-mère a haussé les sourcils de surprise. Comment ça, je ne suis pas obligée? Qu'est-ce que tu racontes, Ali? Je te l'ai gardé. J'ai vécu ici toute ma vie pour te le laisser. Je sais, et je t'en suis très reconnaissante. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé une chose. Un appartement, ce n'est que des murs. L'important, ce n'est pas ce que tu as, c'est qui est à tes côtés. Je t'ai, toi. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai un travail. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et que va devenir l'appartement? À quoi me sert-il? Je suis vieille. Je vais mourir. Et après? Vis, mamie, vis encore très, très longtemps. Et quand le moment viendra, on décidera à ce moment-là. Je ne veux pas que d'autres problèmes commencent à cause de cet appartement. Trop, c'est trop. Mamie Rosa a longuement regardé sa petite fille, et il y a eu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Du respect, peut être, ou de la fierté. Tu as grandi, Ali. Tu as vraiment grandi. Tu es devenue intelligente, forte. Ta mère, que Dieu et son âme auraient été fiers de toi. Aletta a senti les larmes lui monter aux yeux, mais elle les a retenues. Elle pleurait plus tard, seule, la tête enfouie dans son oreiller la nuit. Pour l'instant, elle devait être forte pour sa grand-mère, pour elle-même, pour la nouvelle vie qui ne faisait que commencer. Très bien, a dit Mamie Rosa en tapant sa main sur la table. Assez de tristesse. Dis-moi plutôt, comment va Victor? Il t'a aidé ce jour-là. Il t'a sauvé, on pourrait dire. Victor? Aletta a souri. Victor va bien. On se parle au téléphone parfois. Il a trouvé un nouveau travail. Il travaille dans un garage automobile maintenant. Il dit que c'est plus calme. Pas de patron qui lui respire dans le cou. C'est un homme bien, il a la conscience tranquille. Il en reste peu comme lui. Oui, il m'a beaucoup aidé. Pas seulement dans la voiture, mais aussi plus tard, pendant l'enquête, quand j'ai fait ma déposition. Il m'a soutenu, il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Juste d'un point de vue humain. Sa grand-mère a légèrement plissé les yeux. Et il est marié? Ce Victor? Mamie. Aletta a rougi. Mais de quoi tu parles? Je viens juste de divorcer. Quels hommes? Et d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Rien. Je demandais juste. Aletta a secoué la tête, mais le sourire n'a pas quitté son visage. Une grand-mère restera toujours une grand-mère. Elle trouvera toujours quelque chose à demander. Il est divorcé depuis longtemps. Sa fille est adulte et vit dans une autre ville. Tu vois, un homme libre et honnête. Par-dessus le marché. Une combinaison rare. Mamie, arrête. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit en ce moment. J'ai besoin de me retrouver. De comprendre comment vivre à partir de maintenant. Mamie Rosa s'est levée et est allée à la fenêtre. Le soleil brillait dans son dos, transformant ses cheveux gris en une auréole argentée. Tu sais, Ali, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Je me souviens de la guerre. Je me souviens de la faim. Je me souviens de quand ton grand-père est revenu du front. Je me souviens de la naissance de ta mère, de comment elle a grandi, s'est mariée, et t'a eu. Je me souviens aussi de sa mort. Je me souviens de chaque jour. Et, voici ce que je vais te dire. La vie n'attend pas. Elle continue, encore et encore. Et nous n'arrêtons pas de penser. Nous réglerons ça plus tard. Nous comprendrons plus tard. Nous serons heureux plus tard. Mais ce plus tard pourrait ne jamais arriver. Elle s'est tournée vers sa petite fille. Tu es encore jeune. 43 ans, est-ce un âge? C'est la fleur de l'âge. Tu as toute ta vie devant toi. Ne t'enterre pas avant l'heure. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est douloureux, blessant, effrayant, mais ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Tu comprends?
Aletta s'est levée et s'est approchée de sa grand-mère. Elle l'a serrée dans ses bras, enfouissant son nez dans son épaule chaude. Je comprends, mamie. J'essaie de comprendre. Elles sont restées ainsi pendant un long moment, s'étreignant alors que la neige commençait à tomber dehors. La première vraie neige de l'hiver. Une semaine plus tard, Aletta a revu Victor. L'homme l'avait appelé, lui disant qu'il voulait lui donner quelque chose. Ils ont convenu de se retrouver dans un café près de la maison d'Aletta. Victor est arrivé à l'heure, ponctuel et soigné, comme toujours. Il s'est assis en face d'elle et a commandé du thé. « Comment allez-vous, Madame Aletta ?» Victor, laissons tomber le vouvoiement après tout ce que nous avons traversé. L'homme a souri timidement, comme un petit garçon. « D'accord. Comment vas-tu, Aletta ?»« Mieux. Beaucoup mieux. Le divorce est prononcé. L'affaire va au tribunal. Mamie va bien. Je me remets doucement, mais ça va. C'est bien. Je suis content. » Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et l'a posée sur la table. « Je voulais te donner ça. Qu'est-ce que c'est ? De l'argent. Ce que monsieur Kylian m'a payé pour le dernier mois. Je n'en veux pas. Je ne peux pas l'accepter. Il est sale. » Aletta a secoué la tête. « Victor, c'est ton argent. Tu as travaillé pour l'avoir. Quel est le rapport avec Kylian ? Tout. J'ai travaillé pour lui en sachant ce qu'il faisait. Je me suis tu. J'avais peur. Cet argent, c'est comme s'il payait pour mon silence. Je n'en veux pas. Alors, fais-en don à une œuvre de charité. À un orphelinat, à un refuge pour animaux, n'importe où, mais ne me le donne pas. » Victor est resté silencieux un moment, puis a hoché la tête. « D'accord, c'est ce que je vais faire. » Ils sont restés assis en silence, regardant la rue enneigée par la fenêtre. Des gens pressés passaient, emmitouflés dans des écharpes, portant des sacs et des bagages. Une vie normale, une journée d'hiver normale. « Victor, » a dit Aletta, « je voulais te demander. Pourquoi as-tu décidé d'agir dans la voiture, ce jour-là ? Tu as dit que tu avais peur. Que Kylian t'avait menacé. Qu'est-ce qui a changé ?» L'homme a gardé le silence pendant un long moment, faisant tourner sa tasse entre ses mains. « Ma mère, » a-t-il finalement dit. « Je t'ai parlé d'elle. De la façon dont on a failli l'escroquer de son appartement. Des parents éloignés. Elle s'est battue au tribunal pendant 2 ans, l'a récupéré, mais cela a ruiné sa santé. Son cœur a lâché. Elle est morte 1 an après le procès. Je suis tellement désolé. J'étais jeune à l'époque, stupide. J'étais à l'armée. Je n'ai pas pu aider. Je m'en suis voulu toute ma vie depuis. Pourquoi ne suis-je pas intervenu plus tôt ? Pourquoi n'ai-je pas compris ce qui se passait ? Et quand j'ai entendu que M. Kylian prévoyait la même chose pour ta grand-mère, quelque chose a tout simplement craqué en moi. Je me suis dit, c'est ta chance. L'occasion de réparer ce que tu n'as pas pu faire à l'époque. De sauver au moins une famille de ce que la mienne a traversé. Aletta a tendu la main et a recouvert la sienne. Tu nous as vraiment sauvés, Victor. Tu n'as pas seulement sauvé ma grand-mère et l'appartement. Tu m'as aussi sauvé d'une vie avec un homme qui ne m'aimait pas. D'un mensonge qui aurait pu durer des années. J'aurais vécu ma vie dans l'ignorance, pensant avoir une famille alors qu'en réalité. Elle n'a pas terminé sa phrase. Mais Victor a compris. Il a doucement serré ses doigts. Tu es forte, Aletta. Plus forte que tu ne le penses. Tu vas surmonter ça. Ils sont restés au café pendant encore 1 heure, à parler de toutes sortes de choses. Du travail, de la météo, de leurs projets d'avenir. Victor a parlé de sa fille, qui est médecin, et de son petit-fils, qu'il ne voyait que par appel vidéo. Aletta a parlé de sa grand-mère, de ses tartes et de ses sages conseils. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a eu le sentiment de parler à quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Quand ils ont quitté le café, il commençait déjà à faire nuit. Les lampadaires se sont allumés, projetant des cercles de lumière jaune sur la neige. « Je te raccompagne » a dit Victor. « Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas loin. Je te raccompagne quand même. » Ça glisse et il fait sombre. Ils ont marché côte à côte sur le trottoir enneigé, leur souffle se transformant en nuages de vapeur. Dans l'air. Aletta s'est dit que la vie était étrange. À peine 3 mois plus tôt, elle était une femme mariée, avec une vie bien rangée et un avenir prévisible. Et maintenant, elle était divorcée, célibataire, et se promenait dans une rue d'hiver avec un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui avait fait plus pour elle que son mari en 15 ans. « Victor » a-t-il dit en s'arrêtant à l'entrée de son immeuble. « Merci. Pour tout. Il n'y a pas de quoi me remercier. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tout le monde ne fait pas ce qu'il a à faire. La plupart des gens gardent le silence, se détournent, font semblant de ne rien voir. Tu n'es pas comme ça. » L'homme l'a longuement regardé. « Honnêtement, tu n'es pas comme ça non plus, Aletta. Tu aurais pu décider de ne pas me croire, là, dans la voiture.
Tu aurais pu penser que j'étais fou ou que j'étais un provocateur. Tu aurais pu tout dire. À Kilian, et alors? Je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais tu m'as cru. Tu m'as fait confiance. Tu as grimpé dans le coffre. Il a fallu du courage. Ou de la folie. La femme a gloussé. Non, du courage et de l'intuition. J'ai senti que tu disais la vérité. Et ça vaut beaucoup. Ils sont restés silencieux. La neige tombait lentement, en gros flocons, se déposant sur leurs cheveux et leurs épaules. Bon, je dois y aller, a dit Aletta. Il se fait tard. Oui, bien sûr. Bonne nuit. Elle avait déjà saisi la poignée de la porte lorsqu'elle a entendu qu'on l'appelait. Elle s'est retournée. Victor se tenait sous un lampadaire, la neige, tourbillonnant autour de lui comme dans un vieux film. Si jamais tu as besoin d'aide, ou juste de quelqu'un avec qui parler, ou je ne sais pas, prendre un thé. Appelle-moi n'importe quand. Aletta a souri. Je t'appellerai. Et elle est entrée dans l'immeuble, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pas de l'amour. Il était encore trop tôt pour l'amour. Mais quelque chose qui ressemblait à l'espoir, la conviction que la vie continuait, et qu'il y avait encore beaucoup de bonnes choses qui l'attendaient. Elle a finalement accepté l'appartement de sa grand-mère via un contrat de donation. 6 mois plus tard, après que le procès de Kilian se soit terminé, qu'il était copé de 4 ans de prison avec sursis. Mamie Rosa a insisté, et Aletta n'a pas discuté. Non pas parce qu'elle voulait l'appartement, mais parce qu'elle voulait rendre sa grand-mère heureuse. Et sa grand-mère était heureuse, sachant que le nid familial resterait dans la famille. Aletta se tenait près de la fenêtre de cet appartement, qui était maintenant son appartement, et regardait la ville printanière. Le soleil d'avril remplissait la pièce d'une lumière dorée. Les géraniums de sa grand-mère fleurissaient sur le rebord de la fenêtre, et sur la table se trouvait une théière et 2 tasses. Derrière elle, Victor feuilletait un vieil album photo, que Mamie Rosa avait donné à sa petite fille avec l'appartement. « C'est toi ?» a-t-il demandé en montrant une photo en noir et blanc d'une petite fille avec des couettes. « C'est moi. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Tu étais magnifique. » Il a levé les yeux et a souri. « Et maintenant, tu es encore plus belle. » Aletta a senti le rouge lui monter aux joues. 43 ans. Et elle rougissait comme une adolescente. « Victor, je sais que c'est trop tôt. Tu n'es pas encore prête. Je t'attendrai. Et si tu dois attendre très longtemps, j'attendrai. Je suis un homme patient. » La femme s'est tournée vers la fenêtre pour cacher son sourire. Dehors, les marronniers étaient en fleurs. Des gens se promenaient dans la rue. Quelque part, des enfants riaient. Une vie ordinaire, une journée de printemps, ordinaire. Elle était venue chez sa grand-mère pour l'aider à trier de vieilles affaires et ranger le débarras, que Mamie Rosa prévoyait de transformer en coin, bricolage. Bien que l'appartement appartienne désormais à Aletta, sa grand-mère continuait d'y vivre. Elle l'avait d'ailleurs fait inscrire chez l'avocat, un droit d'usufruit viager. Aletta ne l'aurait pas accepté autrement. Elle n'avait que faire de ces murs sans sa grand-mère. Laisser Mamie Rosa vivre ici. Parmi ses fleurs et ses livres, ses souvenirs et ses vieilles photos, et l'appartement attendrait. Il n'allait nulle part. Le bruit de la vaisselle résonnait depuis la cuisine. Sa grand-mère s'affairait, avec la théière malgré les protestations d'Aletta. « Mamie, je t'ai dit de t'asseoir et de te reposer. Je vais tout faire. Des bêtises. M'asseoir dans ma propre maison comme une reine? Non, tant que mes jambes me porteront, je me débrouillerai toute seule. » Victor, qui était assis sur le canapé avec le vieil album photo entre les mains, a ri doucement. « Ta grand-mère a un caractère digne d'envie. C'est le moins qu'on puisse dire. » Aletta s'est assise à côté de lui, si près que leurs épaules se sont touchées. Elle a été aussi têtue, aussi forte toute sa vie. Elle m'a élevé pour que je sois pareil. C'est juste que je ne l'ai pas compris tout de suite. Mamie Rosa est entrée dans la pièce avec un plateau, des tasses, un sucrier, une petite assiette de biscuits. « Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Je parie que c'est sur moi. »« Sur toi, mamie ?» Je disais justement à Victor à quel point tu es merveilleuse. Flatteuse, a renaclé Mamie Rosa, mais ses yeux pétillaient de joie. Elle s'est assise dans son fauteuil préféré, celui au accoudoir usé, où Aletta lisait quand elle était enfant. Victor, prends un biscuit. Ne sois pas timide. C'est moi qui les ai faits. Une vieille recette. Merci, Mamie Rosa. Ils sont divins. C'est bien. Tu es un homme bien, Victor. Je reconnais ton espèce de loin. Prends bien soin de mon Ali. Victor a regardé Aletta avec ce même regard qui faisait rater un battement à son cœur. Je prendrai soin d'elle. Je le promets. Sa grand-mère a hoché la tête, comme si elle scellait un pacte. C'est réglé alors. Maintenant, buvez votre thé pendant qu'il est chaud, et rangez cet album. Ali vous racontera plus tard
Qui est sur les photos? Il y a toute une histoire là, dedans. De quoi remplir 3 soirées. Aletta a soulevé sa tasse, sentant la chaleur de la porcelaine sous ses doigts. Les marronniers bruissaient derrière la fenêtre. Sa grand-mère racontait à Victor l'histoire d'un voisin dont le chat avait pris l'habitude de dormir sur son balcon. Une soirée de printemps ordinaire, des conversations ordinaires. Mais pour Aletta, cette soirée était spéciale. Elle regardait sa grand-mère, vivante, joyeuse, avec un esprit vif et un grand cœur. Et Victor, calme, fiable, sincère. Et cet appartement, qui gardait la mémoire de 3 générations, de sa famille, et qui attendait maintenant son heure pour en accueillir une. 4e. À quoi penses-tu? A demandé doucement Victor en se penchant vers elle. Ah, quel point la vie est une chose étrange. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce que l'on a. L'homme a couvert la main de la femme avec la sienne, doucement et avec précaution, comme s'il s'agissait d'une chose fragile et précieuse. Et Aletta n'a pas retiré sa main. Elle est restée assise là, à écouter la voix de sa grand-mère, et à sentir la chaleur d'un autre être humain, à ses côtés. Pour la première fois depuis très longtemps, elle était à la maison. Vraiment à la maison. Non pas parce que c'était ses murs, mais parce que c'était sa famille.